Bienvenue dans le KGB. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et une bonne rentrée. Aujourd'hui, on continue l'histoire de Pininfarina en dédiant cet épisode à l'éternel Sergio. Is there one car out of all the ones you've designed that you're most proud of? And difficult to answer because this morning is, for me, is very, it's a very extraordinary morning because I saw so many customers happy and so many people enthusiastic. They look at me, they thank me when because they had something nice and they keep it. So to say one is better than the other, some of them I like it particularly, but I don't want to say which one, which is which. Sergio est né le 8 septembre 1926 à Turin. Son père, Battista Farina, est le fondateur de la carrosserie Pininfarina. Pour ceux qui n'ont pas vraiment pu écouter l'épisode précédent, donc qui était sur Battista, je vais vous faire un court résumé pour pouvoir ensuite enchaîner. Donc Battista, il est le 10e enfant d'une famille qui est modeste et qui a migré à Turin, où son père il a pu trouver du travail chez Fiat en tant qu'ouvrier. Battista, il rejoint rapidement la carrosserie de son grand frère, Giovanni, en tant que petite main. En parallèle, il se lance dans le sport automobile et remporte plusieurs grandes courses. Après un court séjour aux États-Unis, il est employé donc chez Fiat pour concevoir des carrosseries. En 1930, il crée sa carrosserie avec certains associés. Et assez vite, il devient célèbre après avoir collaboré avec des grands constructeurs comme Ferrari pour concevoir la 250 GT ou Alfa Romeo pour la Giulietta Spider. En 1961, par décret du président de la République d'Italie, il a le droit de modifier son nom pour devenir donc Pininfarina tout attaché. Donc vous comprenez assez vite que Sergio, en fait, il a grandi dans le monde de l'automobile et que lui-même, inconsciemment, en fait, il se destine à ce monde-là. Jusqu'à ses 16 ans, Sergio, déjà c'était un très très bon pianiste, mais en plus il rêvait de devenir chef d'orchestre. Mais en fait il prend rapidement une place qui est très importante au sein de l'entreprise familiale et il participe en fait à toutes les grandes décisions. En 1950, Sergio il est diplômé d'ingénierie mécanique à l'école polytechnique de Turin et l'année suivante il est impliqué dans l'élaboration d'un accord avec American Motors pour la construction de la Nash Haley. Donc il continue en fait son apprentissage dans l'entreprise et il voue vraiment un intérêt qui est assez essentiel aux études de style, surtout des voitures de course. En 1953, Battista il lui confie en fait la grande responsabilité de conserver une bonne relation avec Enzo Ferrari. Le fils de Sergio, Paolo, en fait raconte des années plus tard, je cite, « C'est avec mon père, Sergio, qu'Enzo Ferrari a eu la relation la plus profonde. C'est lui qui a passé le plus de temps à Maranello. Au début de la collaboration entre les deux sociétés, mon grand-père l'a envoyé comme en immersion chez Ferrari. Au début, ce ne fut pas toujours facile pour lui car Enzo Ferrari avait tendance à ne vouloir parler qu'au fondateur. Mais à la mort de ce dernier, le comportement de Ferrari a totalement changé. En 1960, Sergio devient le directeur général après avoir supervisé la construction et le lancement d'un établissement qui sert de centre d'études et de recherche à Grugliasco, donc qui se trouve en fait à l'est de Turin. En 1964, il convainc Enzo Ferrari d'adopter une nouvelle architecture technique qui est celle en fait de placer le moteur à l'arrière sur ses berlinettes. Et en fait, ce qui va découler de cette nouvelle architecture, c'est la création du prototype de la Ferrari Dino berlinette spéciale qui est présenté au Salon de l'Automobile l'année suivante. Io Enzo Ferrari a Torino l'ho solo sempre visto qui e l'ho solo sempre visto al piano di sotto dove facciamo vedere le macchine. Era proprio una visita concentrata sul prodotto nelle varie fasi. E ho sempre apprezzato il modo di intendere il lavoro di Enzo perché aveva una personalità molto forte ma non soffocante. Ha sempre lasciato libero chi aveva delle idee di fare quel che sentiva di fare. En 1966, Battista Pininfarina décède. Sergio lui succède à la présidence du groupe et c'est dans un contexte un peu particulier que Sergio il va récupérer l'entreprise. Donc dans les années 60, l'Italie rentre dans un miracle économique. Le pays y connaît une forte croissance économique avec une croissance annuelle moyenne d'environ 6% du PIB, ce qui est vraiment pas mal. Connaît aussi une industrialisation forte et surtout au nord du pays. Donc ce qui permet le développement de grands groupes comme Pirelli qui fabrique des pneus, dont les pneus de Formule 1 actuellement,
ou Olivetti qui fabriquait d'abord des machines à écrire, puis en fait qui s'est concentré en général sur l'électroménager. Donc ce miracle, il permet une amélioration du niveau de vie des Italiens parce qu'ils bénéficient donc d'un accès à la santé, mais surtout aussi à la consommation. On remarque un essor des médias, dont l'âge d'or du cinéma avec des grands noms comme Fellini avec le film Dolce Vita ou Visconti avec le film Le Guépard. Les années 60 en Italie sont aussi une période donc, de tension interne entre le sud et le nord. En fait, le nord, c'est vraiment un pôle industriel et technologique, alors que le sud est une région qui est vraiment dominée par l'agriculture. Afin d'aider le sud à se développer, l'État crée une sorte d'aide, la Cassa per il Mezzogiorno. Donc c'est un fonds public qui est censé stimuler la croissance économique et le développement du sud. Bon, en vrai, c'est pas un grand succès, hein. Là, faut se l'avouer. En zoomant encore un peu plus sur les tensions internes du pays, on remarque des inégalités de classe et des conditions de travail qui sont éprouvantes. Les années 68 et 69 voient une série de grandes grèves ouvrières dans les usines et les centres industriels du Nord. Ça sera nommé l'automne chaud. Pour finir, du point de vue de la mobilité, la voiture, elle passe d'un objet de luxe à un symbole d'ascension sociale. Donc la Fiat 500, elle devient vraiment la voiture la plus vendue. Et aussi, il y a de nouvelles infrastructures qui vont être construites, comme en 1964, avec l'Autostrada del Sol, qui relie Milan à Naples. Donc il faut savoir qu'à la base, Sergio, en fait, c'est plus un industriel qu'un styliste. Il va donc s'entourer de stylistes de talent pour relever en fait les nouveaux défis qui l'attendent. On va retrouver Aldo Bavarone, Paolo Martin et Leonardo Fioravanti, et encore plein d'autres grands noms. Rapidement, il comprend en fait qu'il doit changer et surtout rompre avec l'image que son père a laissée. Il impose la modernité, commençant surtout par les machines qui sont utilisées dans les bureaux. Il va aussi construire une nouvelle soufflerie en 1972, et la particularité donc, de cette soufflerie, c'est qu'en fait elle lui permet d'être différenciée de la première par son père parce que elle a été construite pour les voitures à taille réelle. Et en fait, ces nouvelles installations, elles sont arrachées par les différents constructeurs et de nombreuses voitures qui sont plutôt célèbres aujourd'hui ont été étudiées justement dans cette soufflerie. On va retrouver notamment les Formule 1 qui ont été utilisées par Ferrari ou encore la Lancia Monte Carlo, donc multiple championne de rallye. En parallèle de son rôle de président, Sergio il enseigne le dessin à l'école polytechnique de Turin où il tient aussi de nombreuses conférences. En 1975, il devient le carrossier exclusif de Ferrari et l'année suivante, il remporte un prix décerné par la Guild of Motoring Writers, qui est une association internationale de journalisme automobile. Donc ce prix lui est décerné pour honorer en fait toutes ses contributions dans le domaine de l'automobile, mais aussi, et je pense surtout, celles de ses collaborateurs, stylistes, ingénieurs, etc., etc. Il reçoit aussi le prix Compasso d'Or en 1979, qui est l'une des plus grandes distinctions en matière de design automobile et industriel. La même année, Valéry Giscard d'Estaing lui remet la Légion d'honneur française. En 1986, la société entre à la bourse, et en fait, c'est à ce moment-là que l'entreprise passe vraiment d'un statut d'une carrosserie entre guillemets moyenne à une entreprise qui est vraiment internationalisée. Elle apparaît aussi comme un puissant industriel qui en fait met la recherche sur un piédestal. En 2006, Sergio il décide de quitter la présidence de l'entreprise familiale et de laisser en fait son fils Andrea prendre le relais. Malheureusement, Andrea décède en 2008 dans un accident de voiture. Il était sur son scooter Vespa et se rendait au siège de la société à Cambiano quand il a été surpris par une voiture venant d'une rue latérale. À cause de mauvaises conditions météo, en fait, il glisse et il décède. Donc du côté de l'entreprise, en fait, beaucoup d'investisseurs sont tourmentés et se demandent qui va être annoncé président et l'avenir aussi de la société. En plus, l'entreprise, elle fait face à quelques années de difficultés puisque les grands constructeurs ont appris à produire en très grande quantité à l'aide de plus grosses machines de montage et donc évitent de faire des petites quantités. En parallèle de sa carrière automobile, Sergio il tient aussi une carrière politique. Et donc, entre 1988 et 1992, il est président de la Confindustria, qui est en fait la Confédération Générale de l'Industrie Italienne, qui est en fait une organisation représentative en fait, de ces entreprises. Le 23 septembre 2005, il est aussi nommé sénateur à vie. Sergio Pininfarina décède le 3 juillet 2012 à l'âge de 85 ans. L'année suivante sortira en fait le prototype de la Ferrari Pininfarina Sergio qui lui rend hommage.
Depuis la mort d'un autre créateur italien, Sergio Pininfarina, couturier de l'élégance automobile, on l'appelait ainsi. Sa société a dessiné la plupart des Ferrari depuis les années 50. Il avait également conçu les lignes d'Alfa Romeo, Maserati, Peugeot et encore Rolls-Royce. Il avait 85 ans. Maintenant que vous connaissez un peu mieux le personnage, revenons sur ses plus grandes créations. Donc on commence notre voyage par la Peugeot 404 qui est déclinée en version coupé et cabriolet. Elle a été commercialisée de 1962 à 1968 et il faut savoir en fait qu'à la base, en 1957, Peugeot et Pininfarina signent un contrat d'exclusivité de 5 ans. En gros du gros, Pininfarina était le seul carrossier autorisé à concevoir les carrosseries de Peugeot entre 57 et 62. Donc pour ce qui en est de l'esthétique du véhicule, Sergio il allie une allure chic à un design intemporel. À l'avant, on retrouve des phares ronds et simples qui deviendront doubles à partir de 1966. En tout, Peugeot vend près de 17 000 exemplaires et c'est peu parce qu'en fait, elle était vendue à un prix qui était quand même assez élevé pour la clientèle de l'époque. Comment parler de Pininfarina sans jamais mentionner Ferrari ? Et oui, 2 ans après avoir pris place au siège de l'entreprise, Sergio y design la 365 GTB 4 dite Daytona. Vous allez me dire, mais pourquoi dite ? En fait, c'est le nom que lui a donné les médias, car en fait, ils ont fait un parallèle entre la victoire de Ferrari aux 24 heures donc, de Daytona aux États-Unis et cette voiture-là. Donc entre 68 et 73, elle est produite en 2 versions, la berline coupée et le cabriolet Spider. Niveau esthétique, elle comporte des phares sous plexiglas, ce qui est plutôt moderne pour l'époque, mais elle comporte aussi des phares escamotables. En gros, c'est des feux qui se rétractent dans la carrosserie lorsqu'on n'en a pas besoin. En plus, elle comporte un capot qui est plutôt long, et donc indispensable pour loger un assez gros moteur à l'avant, et un arrière assez court. En termes de vente, la version coupée a été vendue en 1284 exemplaires, et en 122 exemplaires pour la version Spider. Après la 404, la collaboration franco-italienne, elle revient avec la Peugeot 504 coupé et cabriolet. Elle est commercialisée de 1969 à 1973 et fera près de 34 000 ventes. La berline, elle avait une carrosserie complètement différente parce qu'elle était plus large, plus basse et plus élancée. À partir de 1974, une deuxième série est proposée au public et en fait elle comportait un moteur V6 qui est un moteur beaucoup plus puissant que ce fait pour les voitures de base. Elle avait aussi des feux redessinés à l'arrière et un intérieur complètement modernisé. Il faut savoir qu'en fait aujourd'hui cette version elle est vraiment très très recherchée par les collectionneurs. Maserati renaît sous les traits de cette 3200 GT, propriété de Fiat, à qui appartient aussi Ferrari. L'arrivée d'un grand groupe permet souvent de nouveaux investissements et donc la sortie de nouveaux modèles. D'autres marques, comme Peugeot, achètent uniquement le coup de crayon du designer. C'est le cas d'un partenariat vieux de 40 ans avec le maître à dessiner Pininfarina. Il a imaginé cette 406 coupée, mais s'est vu refuser son dessin de la 206. L'importance est que le client, c'est-à-dire la maison Peugeot, retient notre travail utile, soit qu'il soit approuvé, soit qu'il ne soit pas. Parce que même s'il est peint, des fois, et ça vaut pour l'un et l'autre, c'est quand même une raison de réflexion, une raison de confrontation. L'art italien apporte donc sa pierre à l'édifice de la haute couture automobile, un moyen pour toutes les marques d'entretenir le rêve et de ressusciter des mythes. Entre 1987 et 1992, Ferrari lance la F40 pour célébrer le 40e anniversaire de la marque. Faut savoir qu'en fait, c'est la dernière Ferrari approuvée par Enzo Ferrari lui-même. En termes de design, elle a une forme basse et aérodynamique avec une carrosserie en fibre de carbone, Kevlar et aluminium, ce qui la rend en fait très très légère. Elle a aussi des phares qui sont escamotables et cette voiture, elle est dite assez rare puisqu'elle n'a été produite qu'en 1315 exemplaires. Bon, faut savoir que Pininfarina, c'est pas que des collaborations entre Peugeot et Ferrari, mais aussi avec Alfa Romeo par exemple. Entre 1988 et 1997, c'est l'Alfa Romeo 164 qui marque en fait cette collaboration. Elle a été produite pour séduire les marchés européens et américains, puisqu'en fait c'est une berline sportive et élégante. Elle est produite à près de 273 000 exemplaires. Finalement,
entre 2003 et 2012, Maserati commercialise la Quattroporte 5, qui est en fait une berline de grand tourisme. Cette génération, elle a été donc designée par Pininfarina, mais il faut savoir qu'en fait, au moment de sa sortie, elle a reçu le titre de la berline la plus rapide du monde, comptabilisant 272,9 km/h. De plus, une version est sortie avec une boîte automatique, ce qui lui a permis de gonfler ses ventes. Parce qu'en fait, cette berline, elle a marqué un renouveau chez Maserati après une période très compliquée pour la marque. Elle s'écoulait à près de 25 000 exemplaires. Bon, bien évidemment, en fait, cette liste, elle est absolument non exhaustive, ce qui veut dire qu'en fait, Pininfarina a designé beaucoup d'autres véhicules, et surtout des véhicules exceptionnels, comme par exemple la Ferrari Testarossa, le concept car de l'Audi Quartz, ou encore la Talbot Samba Cabriolet. Donc pour conclure, en fait, cette série d'épisodes, Pininfarina, c'est pas seulement une carrosserie, mais c'est surtout un laboratoire d'innovation et d'aérodynamisme. Donc comme les grands constructeurs, l'entreprise familiale, elle fait vraiment partie du patrimoine italien aujourd'hui. Avec ces 2 épisodes, il faut se rendre compte en fait du travail et de l'innovation assez monumentale qu'a pu produire Pininfarina. Et donc ça commence dès les années 60, quand l'entreprise décide de se concentrer sur des recherches en aérodynamisme qui ont été influencées par l'esthétique des fusées. Avec les concept cars, l'entreprise a étudié aussi de nouvelles proportions, comme l'idée de mettre 3 sièges à l'avant au lieu de 2. Dans les années 70, l'aérodynamisme il est vraiment poussé parce qu'on utilise systématiquement la soufflerie, dont celle construite en 72 par Sergio. Pour marquer un peu ce point-là, il faut vraiment se dire qu'en fait cette soufflerie c'était la seule dans le coin, et en plus elle permettait aux constructeurs d'étudier l'aérodynamisme à taille réelle. Elle permettait aussi d'étudier l'ergonomie au-delà des 200 km/h, et pour finir donc avec les années 70, Pininfarina porte vraiment un nouvel intérêt pour les contraintes de sécurité, en designant des pare-chocs qui absorbent, et aussi des structures qui sont beaucoup plus rigides. Pour ce qui est des années 80, en fait elle marque une nouvelle avancée dans l'utilisation des matériaux, parce que l'entreprise intègre des parties en carbone et en aluminium dans ses prototypes. Elle expérimente aussi la mise au point de véhicules électriques et hybrides, notamment avec le concept Ethos. La décennie suivante, Pininfarina remet en question en fait certains éléments des cabriolets traditionnels, en élaborant un toit qui est beaucoup plus rigide, notamment pour la Peugeot 306 coupé. Les dernières années de Pininfarina avec Sergio comme président voient naître la Ferrari Enzo, qui allie l'utilisation de la fibre de carbone et un aérodynamisme de Formule 1. Mais c'est encore une fois l'utilisation de nouveaux progrès en termes de sécurité avec la création d'une zone de déformation en cas d'accident, en optimisant en fait la carrosserie. Donc voilà, vraiment pour finir cet épisode, Pininfarina, c'est pas que du design, mais c'est aussi une réflexion constante sur comment améliorer le quotidien des automobilistes. J'espère que ces 2 épisodes vous auront plu et surtout vous auront permis en fait d'en apprendre un peu plus sur la conception d'une voiture. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. How many Ferraris then have you personally designed? Oh, at least 70 during the years. And these are the most challenging projects in my life because the performance are very high, the prestige is incredible, the tradition is very strong. So every car, every Ferrari you design, you must respect the tradition, improve the performance, say something new in image. It's not an easy task, but it has been successful up to now.